Alors aujourd'hui dans Parlons-en, la suite de notre série entamée au mois de septembre. Après s'être intéressé à Kim Jong-un et à Xi Jinping, poursuivons notre plongée dans la tête des autocrates du monde. Et aujourd'hui, je vous propose de passer 45 minutes dans celle d'un homme qui est à la fois partout et nulle part. Cet homme, c'est Vladimir Poutine, le président russe engagé depuis près de 4 ans dans une guerre en Ukraine qui semble sans fin. Que veut-il pour ce front ukrainien? Que veut-il pour son pays et pour le monde? Vaste question. On a 45 minutes avec 3 spécialistes de la Russie sur ce plateau. Elena Voloshin, Vera Grantseva et Sabine Dulin. Bonjour mesdames, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. C'est généralement compliqué de se mettre dans la tête de quelqu'un et peut-être plus encore celle de Vladimir Poutine. Des livres entiers ont été écrits sur le sujet. Alors merci de participer avec moi à cette tentative. Bonjour Elena Voloshin. Bonjour Pauline. Vous êtes ici chez vous, bien sûr, ancienne correspondante de la rédaction à Moscou, spécialiste de la Russie. Et vous avez reçu le prestigieux prix Albert Londres il y a peu pour votre ouvrage « Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine » paru aux éditions Autrement. Bonjour Vera Grantseva. Bonjour. Et merci d'être là. Vous êtes politologue, spécialiste de la Russie, enseignante. Les Russes veulent-ils la guerre? Vous avez signé aux éditions du CERF il y a quelque temps. Et puis à vos côtés, Sabine Dulin. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Historienne Bonjour. De la Russie, professeure en histoire contemporaine à Sciences Po Paris et autrice de réflexions sur les despotismes impériaux de la Russie qui vient de sortir chez Payot. À 73 ans, Vladimir Poutine rêve d'immortalité. C'est ainsi que commençait il y a quelques semaines l'article de l'une de nos consoeurs dans Le Monde, article qui raconte comment, sous son impulsion, l'État russe, l'impulsion de Vladimir Poutine, l'État russe a largement subventionné des projets scientifiques consacrés à la lutte contre le vieillissement. On se souvient effectivement d'une discussion qui avait été enregistrée avec le président Xi il y a quelques semaines. Poutine, 73 ans, en fonction depuis 25 ans avec l'intermède bien sûr Dimitri Medvedev, peut, selon des amendements adoptés par référendum en 2020, se faire élire jusqu'en 2036. Il aurait alors 83 ans. Est-ce que dans la tête de Vladimir Poutine, Elena Voloshin, pour commencer, il y a le pouvoir jusqu'au bout ? Pas seulement dans la tête, aussi dans les idéologues du régime qu'il cite, dont Ivan Ilyin, qui promeuvait dans les années 50 qu'après la chute du communisme, il faudrait un tsar pour réunifier toutes les Russies. Et dans le texte, il est dit que ce tsar ne redouterait pas les mandats. Vous mentionniez le terme réélire, se faire réélire jusqu'en 2036. Il serait plus convenable de dire reconduire, puisqu'on est vraiment sur un espèce de théâtre qui met en scène un vote populaire, un plébiscite de ce fameux tsar qui est donc en train de réunifier toutes les Russies selon le mythe russe. Et cette séquence sur la place Tiananmen, lorsque Xi Jinping a invité donc Kim Jong-un et Vladimir Poutine pour cette grande parade militaire, qui était d'ailleurs très impressionnante, en parlant de Parlons-en, c'est vraiment quelque chose dont il faut parler, parce qu'il y a là aussi un projet, mais ils ne font pas semblant d'être des dictateurs. Nous, on milite, côté journaliste aussi, pour choisir les mots, pour réfléchir à ces mots. Vous mentionnez autocrate. Aujourd'hui, Vladimir Poutine n'est plus un autocrate. C'est un dictateur. Lorsqu'ils disent effectivement, voilà, mais lorsqu'il dit à Xi Jinping, mais tu sais que maintenant, avec la transfusion de je ne sais plus quoi, on peut vivre éternellement. Et voilà. Ils font même pas semblant. Mais Vladimir Poutine, en 2022, a transformé son régime. Il est devenu ce dictateur en puissance qu'il était depuis une décennie, depuis le virage. Vous le mentionniez aussi, sa passation de pouvoir avec Dmitri Medvedev entre 2008 et 2012. Et lorsqu'il revient en 2012, il prépare en fait cette dictature. Et là, on est dans l'autocratie, on est dans les premières lois répressives, on est dans les premiers procès politiques, dans les premiers prisonniers politiques, dans la censure qui est en train de s'installer. Mais elle devient totale, cette censure, en 2022. Et la répression, alors elle reste arbitraire, elle n'est pas systématique. Mais aujourd'hui, la Russie est véritablement une dictature. Comment est-ce que Vladimir Poutine se considère lui-même? Elena Voloshin rappelait à juste titre l'importance des mots. Oui, effectivement, c'est une bonne question parce que tous les dictateurs aujourd'hui dans le monde entier, ils ne se présentent pas comme des dictateurs. Ils se présentent comme des grands démocrates. Même quand si vous écoutez les médias russes, à leur discours, les débats, la télé russe, vous allez entendre que la vraie démocratie, c'est pas en Occident, c'est pas ni en Europe ni aux États-Unis, mais c'est en Russie. Et en Occident, on voit effectivement des grands capitaux qui manipulent. Il y a aussi une sorte de spectacle qui est joué. Bon, tout est renversé dans la propagande russe, donc du coup, c'est le spectacle
spectacle, c'est en Occident, et chez eux, c'est la vraie démocratie, les vraies élections. Mais en fait, ce discours, pour moi, il ne veut pas découvrir la réalité des choses. Il ne veut pas vraiment prouver qu'il y a le spectacle en Occident. Il veut plutôt semer le brouillard, et ça, c'est à mon avis un des points forts de la propagande du XXIe siècle. C'est pas essayer d'imposer une image cohérente avec des preuves, avec des données, mais c'est plutôt semer le flou où les gens sont perdus. Aujourd'hui, si vous allez parler aux Russes, ils vont pas penser à la démocratie. Ils vont se dire, bon, tout ça n'existe pas. Ils sont assez perdus, ils n'y croient plus à rien. Et c'est aussi à cause de la propagande et aussi à cause de façon comment Poutine a présenté les choses, a présenté le pouvoir politique, la démocratie. Donc aujourd'hui, il n'y croit plus à rien. Et c'est ça aussi qui aide Poutine à régner et à prolonger son pouvoir. On va revenir sur le pouvoir de la propagande, c'est au cœur de votre livre, Elena. Sabine Dulin, est-ce que Vladimir Poutine croit aujourd'hui à son propre récit sur son rapport au pouvoir ? Alors la question de la conviction, des convictions de Poutine, c'est évidemment très très compliqué de le savoir. Il y a sans aucun doute une forme de conviction chez lui, ce qu'on pourrait appeler une idéologie, ou disons une fabrique un petit peu bricolée d'une idéologie qui serait la grandeur du pays, la grandeur impériale, effectivement d'aller dans les pas des tsars d'avant la révolution russe. Je pense que des gens comme Nicolas Ier, ne pas refaire la guerre de Crimée, qui avait été une grande défaite pour Nicolas Ier, et être en même temps l'autocrate de l'Europe, ce qui était le cas à l'époque de Nicolas Ier, qui avait mené la guerre contre les révolutions en Europe centrale et orientale, et contre la Pologne notamment. Je pense qu'il est dans cette lignée-là. Donc il a cela, mais en même temps, c'est aussi quelqu'un qui fait feu de tout bois, il ne faut pas oublier le niveau de corruption en Russie. On parle beaucoup de la corruption en Ukraine aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'en Ukraine, il y a des commissions anti-corruption pour justement lutter contre cette corruption, alors qu'en Russie, je veux dire, le premier corrompu, c'est Poutine, qui s'enrichit depuis qu'il est au pouvoir. Et ça, évidemment, c'est complètement en dehors des radars, puisque Poutine se présente même comme le meilleur anti-impérialiste du monde. Alors ça, c'est l'autre héritage qu'il utilise plus ou moins. C'est l'héritage de l'Union soviétique. Il ne faut pas oublier que c'est un ancien tchéquiste, un membre du KGB, et quelqu'un qui a été formé dans le cadre du KGB soviétique, et qui doit du coup avoir pas mal ce rapport à la vérité et à la réalité alternative, qui était typique de l'époque de la propagande soviétique. On disait des choses, c'était réel, même si en fait c'était faux. Peu importe, il y avait une sorte de vérité alternative, et là ça marche très bien aujourd'hui dans toute cette... je veux dire, ce monde complotiste, évidemment, là, Poutine, il peut rentrer là-dedans sans aucun problème. Son rapport au mensonge, il est pardon, je voulais juste finir sur l'héritage soviétique. Il y a aussi cette dimension anti-impérialiste qui date de l'époque soviétique, de présenter la Russie comme le fer de lance de la lutte contre les États-Unis, l'impérialisme économique mondial. Et ça, Poutine joue beaucoup ça, pour avoir du soutien dans le Sud global, pour donner l'impression d'être certes quelqu'un qui mène avec violence une guerre contre l'Ukraine, mais au fond, qui ne fait pas vraiment de l'impérialisme comme le feraient les États-Unis ou les Occidentaux. Elena, oui. Alors ça, c'est un très vaste sujet, mais l'Union soviétique était un empire. Et ce que dit Vladimir Poutine, c'est que Staline était le traître qui a détruit l'empire, que Lénine était le traître qui a détruit l'empire en 1917 et qui a posé dans la constitution soviétique cette bombe à retardement qui était la possibilité pour les républiques d'en sortir, que Staline aurait dû rétablir constitutionnellement ce seul pays, en fait, ce seul État, et non pas une confédération de républiques, mais que finalement, ça marchait plutôt bien parce qu'il y avait la terreur. Il le dit dans le texte. Donc, c'est quelqu'un qui est profondément fasciné par la terreur stalinienne, sans jamais encore avoir poussé son régime jusque-là. Mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui est dans l'idéologie communiste et marxiste. C'est véritablement quelqu'un, encore quand vous regardez dans le texte des idéologues du régime et dans ce qu'il convoque et dans ce qu'il vraiment traduit dans un projet politique. Lorsqu'on compare les textes de ces gens-là et de la Russie, notamment un certain mouvement de la Russie blanche en exil qui était ouvertement pro-fasciste. Quand on compare ces textes-là, Vladimir Poutine, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'esprit blanc, en fait, pas dans l'esprit rouge, dans l'esprit blanc de la réunification, encore une fois, des terres russes.
ces idéologues-là qui parlent du 5e Empire. Ça commence avec la Rousse de Kiev et la Grande Russie millénaire, civilisation millénaire que convoque Poutine en 988 lorsque le prince Vladimir christianise la Rousse. Puis ensuite, sa grande référence, c'est Alexandre Nevsky qui, au Moyen-Âge, pendant la principauté de Novgorod, repousse l'invasion des chevaliers teutons. Et là aussi, Staline a d'ailleurs fait un biopic à Eisenstein, consacré à Alexandre Nevsky à la veille de l'attaque de l'URSS par l'Allemagne Hitler, pour dire le grand peuple comme à l'époque. Donc lui aussi, il convoquait déjà en fait un tsar pour réunifier le peuple. C'est purement, là, oui, de la propagande. Ensuite, on a Pierre le Grand qui transforme la Russie en empire. Et Nicolas Ier, oui, mais encore plus Alexandre II, dont le ministre de l'Éducation, Ouvarov, a mis en avant un projet pour l'esprit russe sur fond de révolution démocratique en Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle, en disant pour un tsar, pour le tsar, pour la foi et pour la patrie. Et ça, c'est la triade d'Ouvarov qui est vraiment remise au goût du jour aujourd'hui dans la Russie poutinienne. C'est tout ça, en fait, l'idéologie de Vladimir Poutine. Alors, oui, c'est un tchéquiste, oui, il est à la tête aujourd'hui encore d'un système de services secrets, peu importe qu'il soit président, Premier ministre, chef du FSB. Finalement, tout ça, c'est autant de l'apparat que les élections en Russie. Mais moi, ce que j'essaie de démontrer dans mon livre, en fait, c'est qu'on se départisse, en fait, de cette vision de simple apparatchik qu'on lui a souvent prêtée, et à raison, parce qu'il met l'emploi à ces méthodes purement tchéquistes, mais je pense qu'il s'est laissé habiter par une idéologie. Mais là, il faut aller voir, faut aller voir les actions, les textes, les discours au fil du temps pour comprendre, parce que l'idéologie forge la détermination, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect idéologique quand on parle d'un dictateur. Alors voilà, pour replacer les choses dans leur contexte et dans le temps long, une fois qu'on a dit ça, pour nous qui ne sommes pas des spécialistes du sujet comme vous, qu'est-ce que l'Ukraine représente à ses yeux aujourd'hui à Vladimir Poutine ? L'Ukraine représente plusieurs choses pour la société russe, pour les élites politiques et pour Poutine personnellement. Moi, je crois que le plus important parmi ces images dans l'esprit russe et dans l'esprit des élites politiques, c'est quand même presque un miroir politique et historique, parce que les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, ce sont les peuples qui se sont assez proches, historiquement, culturellement, parce que oui, effectivement, c'était les peuples qui sont souvent été dans les mêmes unités politiques au cours des siècles. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, on a vu que chaque de ces peuples a commencé sa propre trajectoire, et les Ukrainiens étaient les plus rebelles parmi cette triade slave. Et du coup, les Russes souvent se comparaient en fait avec les Ukrainiens. Ils regardaient qu'est-ce qui se passe en Ukraine, qu'est-ce qu'ils font. Ah, ils ont fait une révolution. Bon, maintenant, ils aspirent à entrer dans l'Union européenne. Donc, pour la Russie, dans quelque sens, et pour la société russe, l'Ukraine, c'était voilà, en frère avec qui on se comparait. Et Poutine aussi faisait la même chose. Au-delà de tous les jeux politiques qui se passaient entre les élites politiques ukrainienne et russe, il y avait aussi cet esprit qu'il faut voir de près ce qui se passe en Ukraine, parce que ça peut être un exemple pour la société russe. Et qu'est-ce qu'a vu la société russe depuis ces derniers 30 ans? Que les Ukrainiens, chaque fois qu'on n'était pas satisfait avec leurs autorités, ils se révoltaient. Ils faisaient en 2004, c'était une des premières révolutions orange, dans l'espace post-soviétique, après en 2014. Donc, ils arrivaient à imposer sa volonté auprès des autorités ukrainiennes. Donc, du coup, pour Poutine, ça représentait un mauvais exemple qui pouvait motiver les Russes d'agir de la façon pareille. Donc pour moi, un des aspects, bon, peut-être mes collègues vont ajouter, parce qu'il y a plusieurs aspects, qu'est-ce que l'Ukraine représente pour la Russie, mais cet effet, ce rôle de miroir, elle est très très forte, parce que c'était une des motivations pourquoi finalement Poutine a entamé cette guerre contre l'Ukraine pour, en fait, dans quelque sorte aussi poursuivre ses buts antérieurs politiques pour en fait calmer le peuple rebelle qui peut être un exemple pour le peuple russe. Sabine Dulin là-dessus ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est finalement presque la Russie à l'envers, où c'est l'idée d'une Russie qui pourrait être démocratique. Sur le fond, l'Ukraine, il ne faut pas oublier que la Russie et l'Ukraine, au moment de l'effondrement de l'URSS, ont exactement la même économie, les mêmes problèmes en fait. Simplement, il y a d'un côté le centre de l'Empire,
Moscou. Et puis l'Ukraine, qui est un pays qui s'est toujours considéré quand même comme dominé par Moscou, alors même qu'il faut se souvenir qu'au tout début, finalement, la Rus de Kiev, c'était en Ukraine et que les Ukrainiens ont joué un grand rôle dans l'apport des Lumières vers Moscou, parce que, par exemple, tout le clergé orthodoxe à l'époque de Pierre le Grand vient d'Ukraine, vient de ce qui était à l'époque l'Ukraine. Donc on a véritablement une évolution divergente entre un centre impérial qui refuse finalement, et Poutine c'est ça, c'est le refus du déclin de l'Empire, c'est la volonté de restaurer la grandeur impériale. Donc je suis tout à fait d'accord que, bien évidemment qu'à l'époque soviétique, c'était aussi un empire. Mais c'est là où il y a une différence entre les convictions et les stratégies. Donc Poutine utilise la stratégie anti-impérialiste, mais bien sûr qu'il est dans la lignée impériale et qu'il déteste Lénine, effectivement, parce que Lénine a posé a reconstruit autrement l'Empire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine, du point de vue de Poutine, c'est une volonté donc de recoloniser, de reprendre un territoire qui a appartenu au grand empire russe et finalement qui montre une destinée qui est autre que celle que Poutine veut construire pour son pays. Elena, aujourd'hui, après presque 4 ans de guerre, une guerre sans fin, même si les forces russes, avec cette armada de déploiement d'hommes et d'armes, avance, grignote. Bien sûr, un cinquième de l'Ukraine aujourd'hui est occupé par des forces russes, sans parler de la Crimée. Cette guerre, elle est obsessionnelle pour Vladimir Poutine? Ah oui, parce que la réponse à votre question, elle est très simple. Que représente l'Ukraine pour la Russie? C'est la Russie. C'est une erreur de l'histoire. C'est une périphérie. Et c'est dit ainsi dans les nouveaux manuels d'histoire, puisque Akraïn en russe signifie périphérie. C'est une marche de l'Empire. Et c'est, encore une fois, comme tout dictateur fondant le sens même de l'existence de son peuple sur une idée d'intergénérationnalité, d'hérédité noble, de supériorité, de sang, de race, etc. Parce que ça aussi, c'est présent dans les documents russes, même si ça sort beaucoup moins à la surface. Mais on est dans cette idée que le noyau de la Russie, c'est la Rus de Kiev, c'est l'empire triuniate, comme on le dit en Russie, entre une partie du territoire de l'Ukraine, de la Biélorussie et de l'ouest de la Russie, qui représentait ce territoire en 988, et qu'ensuite la Russie s'est constituée par l'agglomération organique en fait de tous les autres territoires et tous les peuples autour de ce noyau. Et plus qu'anti-impérialiste, c'est un discours anticolonialiste, parce que aussi dans la propagande russe est très présente l'idée que en fait la Russie n'a jamais envahi qui que ce soit, n'a jamais attaqué qui que ce soit, ce qui est complètement fait, c'est une aberration historique absolue, mais que on n'est pas des colonisateurs, on est plus des agrégateurs, et qu'en fait les petits peuples incapables de se constituer en État, là aussi je cite Ivan Ilyin, ça me tient vraiment au cœur de parler de ce monsieur, sont là en train de s'agréger organiquement en voulant être justement dominés par les Russes, contrairement aux barbares occidentaux qui sont là à vouloir conquérir tout le monde par l'épée. Et cette obsession ukrainienne, ce discours que vous rappeliez toutes les trois, en 4 ans, il n'a pas bougé d'un iota, d'où les positions maximalistes toujours affichées par Moscou dans les discussions avec notamment les Américains. Bien sûr, mais ici on peut même se dire que est-ce que Poutine peut le changer? Vous savez, il a en quelque sorte s'est auto-piégé par cette guerre. Il a mis effectivement le destin de son régime et presque aussi de la Russie comme elle existe aujourd'hui dans cette guerre et à s'arrêter. Et son propre maintien au pouvoir? Exactement, bien évidemment. Donc dans cette situation, s'il commence à un peu adoucir sa position, à renoncer à certaines exigences, ça peut effectivement être vu comme une faiblesse au sein de son régime, tandis que toute son image aujourd'hui en Russie est construite sur l'idée qu'ils sont un homme fort, qui réunit effectivement les terres que les autres ont perdues, comme Gorbatchev, Yeltsin et peut-être aussi Lénine, qui mettait en danger le projet impérial de la Russie. Donc effectivement, pour lui, c'est un grand danger.
Et aujourd'hui, les ultranationalistes qui sont très influents dans la société russe, qui sont minoritaires, il ne faut pas non plus exagérer, c'est pas toute la société russe est assez finalement assez absente, elle est assez apathique. Oui, voilà. Mais il y a cette minorité ultranationaliste qui est très active, qui maintenant se sent un peu portée au pouvoir, qui se sont très influents, très importants pour la Russie. Eux, ils peuvent prendre une évolution de position de Poutine comme une faiblesse. Et ça peut le côté effectivement pas peut-être le pouvoir, mais minimum la stabilité. Et on a vu d'ailleurs, bon, c'était sur un autre sujet, mais quand même, la mutinerie de Prigojine, c'était partiellement aussi une des manifestations de la nature du régime de Poutine. Qu'au sein du régime, il y a des acteurs qui sont bien évidemment ultranationalistes, impérialistes, et qui, en fait, peuvent en quelques moments contester le pouvoir de Poutine s'il ne s'inscrit plus dans le projet impérialiste que Poutine lui-même a un peu imposé aussi à la Russie. C'est quand je me souviens, la Russie, dans les années 2000, personne ne parlait des ambitions impériales. Ça a commencé après 2012, après le moment quand Poutine a senti qu'il pouvait perdre son pouvoir. Et il cherchait un nouveau appui, et c'était les idées nationalistes, impérialistes, qui après allaient appliquer à l'Ukraine. Donc voilà, c'est à mon avis, la guerre en Ukraine, c'est un peu un piège que Poutine a créé lui-même pour son régime et peut-être malheureusement pour toute la Russie. Le quart de siècle de la présence de Vladimir Poutine à la tête de la Russie, avec l'intermède qu'on rappelait tout à l'heure, il est marqué par la violence. Lui-même est un homme, et il le dit, je crois, mais Elena, vous le savez mieux que moi, qu'il s'est construit d'une certaine façon dans la violence. Avant la guerre en Ukraine, il y a eu bien sûr d'autres conflits. Précisément, est-ce que ce continuum de la violence, il est pour beaucoup, et est-ce qu'il a accompagné une radicalisation là-dessus de Vladimir Poutine sur ce dernier quart de siècle? Le Poutine de la fin des années 90 n'est évidemment pas le même que celui de 2025. Oui, alors moi je pense qu'il a resserré un nœud qui est celui que j'essaye d'expliquer dans mon ouvrage sur le despotisme impérial. C'est un nœud très fort dans l'histoire russe entre l'autocratie, la dictature, ce qu'on peut appeler la figure du despote d'un côté, et de l'autre l'impérialisme. Qui effectivement a été souvent nié, mais qui est tout à fait réel, puisque depuis le début de l'histoire russe, en fait, la Russie s'est construite avec la conquête de toute l'Eurasie pendant des siècles. Donc, contrairement à la narration que rappelait contrairement à la narration, effectivement. Donc, c'est pas le rassemblement des terres, la restauration de Byzance, c'est en général tout simplement la conquête de populations qui d'ailleurs étaient non russes au départ. Hein. On imagine toujours qu'on a conquis une Sibérie vide, mais en fait, il y avait des populations autochtones. Et donc, tout ça s'est construit autour de formes de conquête, d'impérialisme, de colonisation. Et il y a un lien très très fort entre la construction d'un régime autoritaire depuis les premiers tsars, avec une noblesse, un clergé souvent au service du souverain, hein, qui sont complètement, qui doivent obéir au souverain et dont dépend d'ailleurs leur richesse la plupart du temps, et la conquête. Et ce lien très fort qui a peut-être tenté d'être déconstruit à certains moments, comme après la Révolution russe au début des années 20, sans succès, puis ensuite dans les années 90 avec l'effondrement de l'URSS, finalement s'est renoué très fort avec Poutine. Alors il y avait déjà eu des antécédents. Par exemple, dans les années 90, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les guerres de Tchétchénie et que c'était effectivement le refus de l'indépendance de la Tchétchénie qui elle-même appartenait à la Fédération de Russie, donc ça faisait partie de ces poupées gigognes à l'intérieur de l'Union soviétique. Mais ces guerres contre la Tchétchénie remettent quand même au premier plan déjà l'idée que, c'est quoi l'identité russe, en fait? C'est quoi l'identité russe? Où sont les frontières de la Russie? En fait, étant donné que ce pays s'est construit avec l'Empire, il est bien difficile de savoir où s'arrêtent les frontières de la Russie. Et là, il y a une vraie question sur comment on reconstruit une identité nationale russe quand on veut se libérer de l'impérialisme et de l'empire. Et ça, c'est très compliqué. Et je pense que le retour avec Poutine d'une idéologie impériale affichée, assumée, avec l'idée que oui, il faut bien sûr reconquérir, quitte à mettre les Ukrainiens dans le froid pendant l'hiver,
c'est véritablement, finalement, renouer quelque chose qui a existé sur des siècles et qu'on avait tenté de commencer à dénouer dans les années 90. Et j'en reviens à ma question sur la violence. Elle est inhérente, Elena, et elle s'est corsée au cours de ces 25 dernières années. Elle est complètement inhérente. L'ex-agent du KGB, lieutenant-colonel d'ailleurs, officier du KGB, Alexandre Litvinenko, qui a été assassiné au milieu des années 2000, rappelait au début des années 2000 que si la Russie est en train de se noyer dans le sang, c'est parce que les services secrets ont pris le pouvoir. Et en réalité, l'avènement de Vladimir Poutine au pouvoir en 99, ce n'est autre que la revanche de ceux des services qui tentaient de restaurer une forme d'Union soviétique tout au long des années 90 et qui ont fini par l'emporter sur les réformateurs et qui ont déjà mis dans l'entourage de Yeltsin des agents du KGB qui ont fini par le dégager et par mettre Vladimir Poutine à la place. Et Vladimir Poutine arrive au pouvoir en lançant une guerre de Tchétchénie qu'il présente tout aussi existentielle pour la survie de la Russie, tout en défendant son pays contre le terrorisme, tout en appelant ça non pas une guerre mais une opération terroriste, comme il peut aujourd'hui appeler la guerre d'Ukraine une opération militaire spéciale. Et c'est un inconnu au bataillon. Alexandre Litvinenko tente à l'époque de démontrer que c'est le FSB qui a organisé des attentats contre une série d'attentats qui ont servi de prétexte au démarrage de cette guerre. Et à l'époque, il faut se souvenir de ce qu'a été la guerre de Tchétchénie, de ce qu'ont été les suites de l'attaque terroriste dans l'école à Beslan, lorsque l'assaut donné par les forces russes ont provoqué plus de 300 morts parmi les otages, ce qu'a été la prise d'otages du théâtre de la Dubrovka, les assassinats politiques du début des années 2000, des gens qui essayaient de démontrer cela. Ensuite, la guerre de Géorgie, pour aller, encore une fois, là, soutenir une minorité russophone qui aurait été envahie par Tbilissi, alors que c'est l'inverse, les tanks russes sont entrés à Tskhinvali. Donc, en fait, la violence, effectivement, a émaillé tout ce quart de siècle au pouvoir. Et est-ce que Vladimir Poutine est le même aujourd'hui que celui de 1999 ? Je pense que fondamentalement, il n'a pas changé, il s'est juste conforté dans sa méthode. Et le même Alexandre Litvinenko disait que le KGB ne serait pas existé sans idéologie. Alors Vladimir Poutine a essayé un schéma. Il fonctionne depuis un quart de siècle. Il est allé crescendo dans sa violence. Et là, il est dans une fuite en avant de mégalomanie de puissance. La question n'est plus seulement de savoir comment il voit l'Ukraine. On le sait comment il voit l'Ukraine. La question est de savoir comment il voit, comme vous le disiez, le reste, en fait. De quel bout d'empire il va pouvoir grignoter. Quel remplacement il va devoir orchestrer dans les démocraties pour que les démocraties cessent de soutenir les pays qui sont militairement envahis par la Russie. C'est tout ça qui est en train de se passer à échelle globale et c'est absolument vertigineux quand on y pense. On va y venir, mais le rappel que faisait Sabine Dula à l'instant m'évoque une question sur le rapport, j'en reviens à mon Vladimir Poutine, mon étant entre guillemets. Comment est-ce qu'il exerce, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous, à nouveau néophytes, comment est-ce qu'il exerce le pouvoir aujourd'hui? On voyait à l'instant ces réunions de son gouvernement, cabinet, je ne sais pas quel est le terme officiel russe, mais est-ce qu'il est fondamentalement seul? J'imagine une méfiance absolue des gens autour de lui. Quel degré de confiance il a? Auprès de qui? Vous évoquiez la figure de Prigojine, on sait comment il a fini. Comment ça se passe aujourd'hui au Kremlin? Oui, effectivement, c'est une question assez compliquée pour les chercheurs parce qu'on a très peu de données, très peu d'accès, même s'il y a quelques études qui se basent en fait sur les interviews auprès des proches de Poutine. Donc, on peut quand même identifier quelques personnes qui restent influentes et dans qui Poutine reste confiant. Ce ne sont pas des personnes qu'on voit à la télé qui ont des postes publics. Donc, quand vous voyez Sergei Shoigu, par exemple, ou Sergei Lavrov, vous croyez que ce sont les gens importants, influents, qui peut-être peuvent aussi influencer Poutine. Ça, c'est faux. En fait, c'est pas comme ça que le pouvoir fonctionne en Russie. Poutine a son cercle très proche autour de lui qui ne sont pas publics, en fait, qui ne s'expriment pas à la télé, qui n'ont pas des rôles politiques. L'un parmi eux, c'est par exemple Yuri Kovalchuk. C'est un des oligarques de Poutine, en fait, qui est un grand ami de Poutine depuis les années 90 et qui, c'est l'un des sources, par exemple, d'un journaliste russe indépendant, Mikhail Ziger, était celui avec qui Poutine a passé beaucoup de temps en 2020 pendant le confinement de Covid, où il était renfermé dans son bunker. Et c'est en ce moment-là, dans les débats avec Yuri Kovalchuk, que l'idée de l'invasion en Ukraine a apparu. Donc voilà, on a quelques petites sources. Voilà, je ne peux pas fermer plus que ça. On sait qu'il y a des amis proches de Poutine comme Kovalchuk, mais aussi comme par exemple Rothenberg ou comme Gennady Timchenko, sont les gens les plus proches à qui Poutine, par exemple, confie son argent.
Parce qu'on peut aussi se demander, Poutine est très riche, mais où est son argent? Selon ses déclarations officielles pour les taxes, bien évidemment, il n'a rien en Zaporozhets, en vieille voiture russe, voilà, un petit Dacia, mais on sait qu'en réalité, il habite dans le luxe incroyable. On a vu l'investigation d'Alexei Navalny sur le palais de Poutine. Donc, par exemple, ses amis proches lui servent aussi comme des poches, ce qu'on appelle des poches de Poutine. Donc, ils gardent son argent et ils lui permettent à financer son train de vie qui est très luxueux. Et d'ailleurs, ce système, c'est très intéressant, il était répliqué sur les autres niveaux de pouvoir en Russie. Par exemple, comment aussi la corruption est organisée sous Poutine. Les autres hommes d'État, comme par exemple Sergei Lavrov ou les autres hommes importants, ils ont aussi des oligarques qui sont un peu leurs sponsors. On dira comme ça, qu'ils leur donnent de l'argent, ils leur organisent des voyages à l'étranger. Donc c'est comme ça aussi comment ce système de corruption est organisé. Bon, c'est pas facile à tracer et à prouver, mais ça fonctionne comme ça. Donc voilà, Poutine s'appuie sur ses amis très proches qui ne sont pas publics, qui ne jouent aucun rôle politique explicite, mais néanmoins, ça reste des gens qui peuvent l'influencer, comme par exemple Yuri Kovalchuk avec la guerre en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, comme nombre de dictateurs, Sabine Dulin ou peut-être Elena, Vladimir Poutine est un dictateur paranoïaque? Est-ce qu'il existe chez lui la crainte d'être trahi, menacé, renversé? Moi, d'abord, je pense que beaucoup de gens ont peur de Poutine, y compris dans son entourage proche, qu'il a effectivement des gens qui sont à son service, beaucoup, et qu'il a développé effectivement une véritable paranoïa. On sait cette histoire des bureaux similaires dans les différentes résidences de Poutine pour essayer de brouiller les pistes et de ne pas montrer au monde extérieur et donc aux services de renseignement étrangers le lieu où il se trouve. Oui, récemment, des confrères de la presse russe ont effectivement montré qu'il avait fait faire des pièces similaires mais il faisait des interventions quasi quotidiennes à la télévision russe, voilà, mais dans différentes résidences. Exactement. Et du coup, le jeu des extérieurs est de trouver les toutes petites différences pour savoir en fait où il est. Et là, ça fait penser en fait aux kremlinologues de la fin de l'Union soviétique, lorsque on regardait les défilés autour de la place Rouge et qu'on regardait qui était à côté du secrétaire général du Parti communiste pour savoir un petit peu quels étaient les degrés d'influence des uns et des autres. Mais d'un certain côté, à l'époque de la fin de l'Union soviétique, on en savait beaucoup plus sur le régime, d'autant qu'il y avait quand même des structures institutionnelles qui fonctionnaient, comme le bureau politique du Parti communiste, etc. Et alors que là, on est quand même dans l'impression d'un homme très seul, au fond, entouré effectivement de gens qui le servent et qui sans doute en ont peur. Et qui le craignent. Et effectivement, une forme de paranoïa qui rappelle les dernières années de Staline. On sait que Staline est mort, il a eu une attaque et il a été très peu... il est resté longtemps seul parce que personne n'osait sonner pour voir qu'est-ce qu'il devenait. Et du coup, il n'a pas été secouru à temps. Donc, il y a vraiment cette idée, effectivement, d'un pouvoir qui est dans une dérive quand même paranoïaque, et qui du coup est complètement relié à cette nécessité d'une sorte de victoire dans la guerre en Ukraine. Elena ? Si on veut faire un parallèle aussi avec Staline, c'est qu'on est dans un groupe de personnes qui prennent le pouvoir et il y en a un qui ressort en fait, et tous les autres ils sont effectivement plus ou moins proches, le politburo, qui trahira pas. Le régime russe aujourd'hui et à ça de plus que c'est un pouvoir complètement mafieux, assis sur la rente, assis sur de l'argent, avec effectivement deux sphères, la sphère civile avec les oligarques et la sphère sécuritaire avec Poutine qui est toujours chef des services de sécurité. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Moi, je ne trouve pas si illisible que ça, finalement, ce régime, parce que ce sont toujours les mêmes, en fait, à part quelques-uns qui sont écartés, mais qui, passant dans l'ombre, on peut présumer qu'ils sont toujours là parce qu'ils ressortent toujours à un moment donné ou à un autre, sauf quelqu'un qui devient un opposant comme l'horrible et ignoble criminel de guerre Yevgeny Prigojine, des pires sadiques qui ait pu connaître ce système mafieux et qui se fait abattre dans un avion parce que tout d'un coup il se dit je vais aller destituer le pouvoir sur Moscou, et en plus qu'il y a la bêtise de le dire ouvertement. Et c'est là où tout ce système vraiment mafieux explose vraiment au grand jour, parce que jusqu'à ce qu'il ne devienne un despote vis-à-vis de son propre maître, il est quelqu'un qui est nourri, servi et à qui le pouvoir donne même relative carte blanche. Et on a vu effectivement la fébrilité de Vladimir Poutine à ce moment-là. Est-ce qu'il va être lâché de toutes parts? Qui l'a trahi pour donner ainsi le blanc-seing à Prigojine pour marcher avec son armée de mercenaires?
mercenaires sur Moscou, etc. C'était en juin 2024, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, de l'année dernière ou de l'année d'avant. 2023. Ouais. Voilà. Donc, les réunions les plus importantes de Vladimir Poutine, à ce jour, se font avec ses services de sécurité. Et ce sont toujours les mêmes. Alexandre Bortnikov, le chef du FSB, Sergei Naryshkin, le chef du SVR, le renseignement extérieur, Zolotov, le chef de la garde nationale. Ce sont vraiment, évidemment maintenant, Belousov qui est ministre de la Défense, mais Shoigu d'ailleurs est aussi toujours là en tant que chef des services du Conseil de sécurité. C'est les mêmes qu'il a réunis lorsqu'il a déclaré l'annexion de Donetsk, Lugansk, etc. C'est les mêmes qu'il a réunis récemment pour dire, voilà, on va lancer des essais nucléaires. Enfin, non, on va étudier la possibilité de préparer des essais nucléaires. Bon, voilà, soi-disant en réponse au discours de Donald Trump. Pour moi, Vladimir Poutine est toujours à la tête d'un système de services secrets qui, en plus, est devenu mafieux. Et est-ce que là-dedans, le sort des Russes, au sens large, l'intéresse ? Une bonne question. Je crois qu'il est tellement déconnecté en fait aussi de la Russie réelle. Qu'effectivement, il s'est créé un monde où il est en chef sans qui la Russie ne peut pas exister. Vous savez, en Russie, il y a maintenant ce slogan que les Russes... parfois, même inconsciemment, à mon avis, répètent entre eux, qui disent qu'il n'y a pas de Russie sans Poutine. Donc, pour lui, la Russie est devenue un peu, lui-même. À mon avis, il mélange en lui ces deux notions. Et bon, effectivement, ça a commencé comme plutôt un projet politique, donc représenter le pays et dire que c'est que grâce à Poutine que la Russie a pu se remettre de genoux, etc. Ce fameux narratif après l'humiliation des années 90. Et petit à petit, à mon avis, dans son esprit, il a commencé à vraiment y croire. Et les gens peut-être autour aussi. Mais c'est plutôt pour moi, pour les raisons assez pragmatiques, parce qu'ils comprennent que s'il abandonne son narrative, très vite, ils peuvent être en danger. Si, par exemple, un jour, Poutine abandonne le pouvoir, on peut se dire qu'est-ce que l'attend, quelle garantie il a pour sa vie, pour sa sécurité. Quoi qu'elles soient les systèmes qu'il peut construire, c'est toujours moins sûr que garder le pouvoir et contrôler tout toi-même. Donc oui, je trouve que dans son esprit, c'est mélangé. Il croit que le peuple russe, il a inventé une certaine image du peuple russe qui veut se sacrifier, qui aime les souffrances, comme disent certains, qui peut se sacrifier pour la patrie. Donc, finalement, pour moi, le peuple russe, c'est plutôt un outil pour lui, pour son projet politique, pour prolonger aussi son pouvoir, pour les raisons, encore une fois, assez pragmatiques. Donc, voilà. Moi, je ne crois pas qu'il connaît le peuple russe d'aujourd'hui. Il ne s'intéresse pas trop. Il veut plutôt que le peuple russe lui sert à son projet politique et à son pouvoir. Je vous donne la parole dans un instant, Sabine Dulin, mais Elena, c'est ce sur quoi vous avez travaillé, notamment l'efficacité de la propagande menée par les Kremlins pour imposer ce récit d'une réalité parallèle. Est-ce que c'est pas faire injure à l'intelligence collective, russe en l'occurrence, que d'imaginer que ça fonctionne ? Ah mais absolument pas, parce qu'il n'y a plus d'intelligence collective, il y a seulement des intelligences individuelles. Vous disiez que Vladimir Poutine a déconnecté de la Russie du réel, mais les Russes de la Russie de Vladimir Poutine ont eux aussi déconnecté du réel à cause de Vladimir Poutine, malheureusement. Et ce n'est pas à dire que pense tout un chacun dans sa tête ou lorsqu'il est assis autour de la table. Mais il y a énormément de mécanismes qui se mettent en place dans la façon dont des populations sont soumises à un mythe dans une dictature et de quelle façon elles adhèrent à ce mythe. Et cela n'a strictement rien à voir avec une quelconque forme d'intelligence. On est dans une fabrique, dans un mécanisme du déni, de l'adhésion, du conformisme, de la peur, couplée à de la haine d'un ennemi qui veut nous détruire, couplée à de l'amour pour un projet que l'on nous promet être noble et salvateur. Donc, c'est énormément de choses qui font que lorsqu'on est plongé comme ça dans une réalité parallèle, dans un mythe où Vladimir Poutine dit mais en fait non, on n'a pas attaqué l'Ukraine, la Russie se défend face à l'expansion de l'OTAN, on est en train d'aider nos frères russophones victimes d'un coup d'État nazi, etc. Enfin, quand vous êtes loin ou même d'ailleurs à côté, ou même jusqu'à, y compris dans ces territoires d'Ukraine de l'Est que la Russie envahit, en train d'accueillir les envahisseurs comme des libérateurs. Enfin, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de mouvement
de récit, dans quel espace mental on est enfermé, dans quel espace historique on se trouve, et de réécriture de l'histoire en temps réel, avec des scénarios propulsés en 3 dimensions pour mettre en forme cette réalité. C'est pas seulement une propagande médiatique, c'est une propagande où les récepteurs commencent à véhiculer un certain nombre de mythes, et ça se propage. Enfin, vraiment, c'est complètement effrayant à observer, et ça n'a absolument rien à voir avec votre capacité ou non en tant qu'individu qui aurait eu les outils pour décrypter le monde et l'actualité à pouvoir les analyser. Angela Merkel disait, ancienne chancelière allemande, que Vladimir Poutine vivait dans un autre monde. Précisément, le rapport au monde, il nous reste quelques minutes pour l'explorer. Vaste est le sujet, il faudrait une émission, plusieurs émissions, rien que pour en parler. Mais on évoquait ce sur qui il peut compter dans son entourage proche au Kremlin. Sabine Dulin, qui sont aujourd'hui ses amis? Alors, il ne cesse de parler de son grand ami Xi Jinping. Est-ce que vraiment il compte sur lui? Et puis, l'autre question qui en découle, quel est son projet? Vous l'évoquiez, Elena, tout à l'heure. Quel est son projet pour le reste, ne serait-ce que pour le reste de l'Europe? Comment compte-t-il alimenter des discours similaires aux siens par ici, de ce côté-ci de l'Occident? Oui, vaste sujet. Alors, il faudrait peut-être revenir quand même sur la question du consentement ou non des Russes à ce régime. Je pense que là, évidemment, c'est très compliqué de le savoir. Mais bon, on sait comment, en 2014, l'annexion de la Crimée avait été très, très populaire en Russie. Et donc, il y a, malgré tout, l'existence d'un consentement. Et sans aucun doute, le fait que les sanctions économiques, un certain nombre de choses qui étaient prévues n'a pas vraiment eu lieu, et donc on n'a pas véritablement d'effondrement du système. Ça joue évidemment beaucoup sur les ressorts possibles d'un éventuel déclin de ce consentement dans la population russe. Après, pour les alliés de Poutine, je pense que plus la guerre dure, plus finalement il réussit à miner ce qui pouvait être le soutien à l'Ukraine dans une partie notamment de l'Europe. Il ne faut pas oublier que la guerre hybride russe agit énormément en Europe. On sait à quel point ils réussissent à subvertir un certain nombre de mécanismes de la démocratie, notamment par le biais des réseaux sociaux. Orban est le meilleur soutien de Poutine en Europe, mais évidemment que l'ensemble des soutiens du développement du populisme en Europe a bien sûr sans aucun doute des facteurs endogènes, mais il y a aussi le rôle, par exemple, de la propagande de Poutine en Europe. Donc, il est clair que le régime actuel de Poutine, et Poutine surtout, cherche à influencer très largement dans le monde entier. Alors, pour ce qui est de Xi Jinping, je pense que évidemment, la Chine est bien plus puissante que la Russie, et Xi Jinping a sans doute tout à fait intérêt à laisser son allié Poutine se démêler avec cette guerre en Ukraine, parce que ça lui donne sans aucun doute des moyens, notamment, d'influer sur la politique, sur l'économie russe, puisque c'est bien évidemment... Dans l'équilibre entre la Chine et la Russie est très largement en dessous de la Chine. Donc, moi, je pense que ce qu'il faut quand même espérer, c'est un mouvement, malgré tout, en lien avec les Ukrainiens, de quelque chose qui se passe en Russie, parce que même si l'intelligence collective est complètement paralysée par cette propagande et effectivement ce brouillage de la réalité qui existe en Russie, il n'empêche qu'il y a des intelligences individuelles en Russie, et qu'à un moment donné, il faudrait que ça entraîne quelque chose et je pense que là, le point essentiel, c'est d'arriver à ce que... y compris les Russes qui sont dans l'émigration et qui ont quitté le pays, soit très clair sur cette question de l'empire, sur cette question d'un renoncement à l'empire, parce que je pense que c'est la première étape vers une démocratisation éventuelle dans le futur. Et la définition de ce que c'est qu'être russe, vous le disiez tout à l'heure, juste pour finir d'un mot sur les projets ou l'ambition de Vladimir Poutine pour ici l'Europe, pousser le plus d'Occidentaux que possible dans les bras de partis qui pensent comme lui, très concrètement?
Oui, effectivement, c'est un des moyens que Poutine veut utiliser pour assujettir finalement l'Europe. En fait, il faut aussi se rappeler que l'idée de Poutine, en quelque sorte, c'est de jouer à nouveau en fait à la guerre froide, d'essayer de montrer que la Russie n'a pas perdu la guerre froide et bien évidemment pour, montrer que l'Europe finalement a perdu, l'Europe est soumise à la Russie, en régime autoritaire. Ça fait partie de ce projet et du coup il utilise effectivement tous les moyens, des agents d'influence, des médias, etc., des trolls pour arriver à ce but. Avec une chance d'y parvenir, Elena? Vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis. Enfin, le monde est en train de basculer. On n'est plus dans le monde où on était déjà l'année dernière. Donc c'est un combat pour la démocratie. Et il faut être à la hauteur de ce défi, je pense, collectivement, et à commencer par les journalistes, la société civile, enfin tous ceux qui se rendent bien compte que la démocratie est en danger, avec des discours extrêmement populistes, qui investissent les sens, les concepts, qui instaurent des censures au nom de la liberté d'expression, comme c'est le cas aux États-Unis actuellement. Et c'est absolument terrible, terrifiant. Il faut vraiment en avoir conscience et s'informer. Vigilance et documentation, et bien justement 3 ouvrages à vous proposer, Elena, le vôtre, Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement, prix Albert Londres 2025, félicitations encore à vous. Vera Grandseva, les Russes veulent-ils la guerre? On l'a abordé rapidement aux éditions du CERF. Et Sabine Dulin, réflexion sur le despotisme impérial de la Russie, qui vient de sortir chez Payot. Merci infiniment à toutes les 3. C'était passionnant d'avoir participé à cette discussion. À revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'infos. À tout à l'heure.